Bonjour à vous tous et bienvenue à Puissance au féminin. Et oui, aujourd'hui, on a un sujet où on va donner la parole, la voix, porter la voix partout où elle se doit. Et pour ce faire, on va la faire ici aujourd'hui. On va donner l'exemple aujourd'hui. On va porter notre voix pour vous. On va parler des vraies affaires. Et pour ce faire, j'ai des invités qui vont ouvrir leur voix pour vous. Et le thème d'aujourd'hui, ben, c'est le pouvoir de la voix, de la parole étouffée à la prise de parole, parce que mais dans l'histoire de la femme, la voix a été beaucoup étouffée et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de voix étouffées. Puis, on va démystifier tout ça. Mais avant toute chose, on va aller voir nos invités. Annie Kenville, bonjour. Bonjour. Toi, tu es conseillère municipale à la ville d'Amos. Exactement. Bienvenue sur le plateau. Merci. Diane Cahouette, bonjour. Bonjour. Toi, tu es une entrepreneur. Ben oui, je suis revenue à mon compte pour des besoins pécuniaires et pour continuer mon développement et ma guérison. Alors, mon entreprise, c'est Conscience aimante. Et toi, Zoé Clermont, toi, tu es stagiaire à la Coalition, Oui. mais tu portes aussi d'autres chapeaux, hein? Oui, c'est ça. Dans le fond, je suis en 3e année en technique de travail social au Cégep. Puis, en même temps de faire mon stage, je travaille aussi au pont. Je suis intervenante sociale. Fait que c'est ça, je fais ça aussi. Et en plus, tu te diriges vers la sexualité, donc être sexologue. Oui, la sexologie, si je suis prise, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de place. OK. Mais je fais mon possible pour m'en aller vers ça. Ouais. Vive tes passions. Oui. Ben, c'est génial. Mesdames, qu'est-ce qui vous a interpellé par le sujet que nous avons aujourd'hui? Tiens, on va aller avec toi, Zoé. Je trouve que les femmes, on nous a toujours dit d'être tranquille, d'être dans notre coin, d'être douce, gentille, mais j'ai jamais eu envie de faire ça. Par rapport à ce qui se passe dans le monde et tout ça, j'ai beaucoup de colère, j'ai besoin de l'exprimer. Fait que justement, c'est pour ça que je trouve ça important de parler de notre voix, parler de nos droits qui sont pas encore choses acquises. Fait que, ouais, c'est pour ça. Donc, il y a un travail continuel encore. Oui, c'est ça. Diane, pour toi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir venir t'exprimer sur le plateau aujourd'hui? Je pense que c'est important quand même de parler de l'expérience qu'on a vécue. Moi, je viens quand même d'une génération plus ancienne et puis ça dépendait des familles aussi, mais chez nous, les filles, on n'avait pas grand-chose à dire, là. Notre voix, on faisait beaucoup de blagues par rapport aux femmes, sexistes, entre autres. Et non, on n'avait pas vraiment de choix d'exprimer vraiment ce qu'on voulait. Ne pouvait pas faire des choix. Tu sais, c'était 21 ans à cette époque-là, pour être une adulte. Fait que là, c'était le père qui choisissait pour toi. Hein? Il voulait choisir ton mari. Il voulait choisir ce que tu faisais dans la vie. Il voulait choisir que tu resterais subalterne au lieu d'intégrer... nous autres, on avait une entreprise quand même florissante, la famille. Je dis nous, c'était une entreprise familiale. Et je n'avais absolument pas le droit de participer à... tu sais, moi, j'étais une subalterne dans l'entreprise, là. J'avais aucun espoir. C'était toujours refusé, là. Je ne pouvais pas. Mais j'ai ça en moi. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai ça en moi. Puis ça m'a sauvé la vie d'aller à mon compte. Ça m'a sauvé de la pauvreté énormément, là. Et d'où, là, tu as pu t'exprimer aussi. Ben oui, j'ai exprimé. Ben oui. Puis là, je retourne encore, tu sais, parce que j'ai des besoins.
j'ai une propriété. Bon, il y a des réparations. J'ai pas d'argent, là, moi, pour faire tout ça. Donc, j'ai décidé, j'avais juré que je ne serais pas une femme pauvre. C'est pas facile. On va en reparler. Annie? Qu'est-ce qui m'a apporté en fait, tu sais, les femmes, je pense, depuis les 100 dernières années, ont fait des très grands progrès. Tu sais, moi, juste le fait de pouvoir venir parler puis dire qu'on n'a pas toujours eu les mêmes droits puis libertés que les hommes, puis que c'est des femmes qui ont façonné puis qui ont réussi à aller chercher des alliés pour que la femme soit rendue là où on est aujourd'hui. C'est peut-être pas parfait, mais je pense qu'on a fait des progrès énormes dans les 100 dernières années, puis je pense qu'il faut en être conscient, il faut avoir une mémoire de tout ça. Puis je pense que j'avais l'opportunité de venir parler de tout ce qui a été fait, puis tout ce qu'il y a encore à faire pour un monde meilleur de demain, où que la femme prend à 100% son pouvoir, puis est capable d'être dans des places de leadership et tant au niveau du gouvernement, autant que les hommes, pour en venir à faire un monde meilleur. Je pense que c'est ça qui m'a porté à venir prendre la parole aujourd'hui. C'est intéressant. Alors, ça va être très diversifié parce que ici, on a le côté plus étouffé familial qui a amené sûrement des répercussions dans ta vie d'avoir la voix étouffée. Comment est-ce que tu as vécu ta vie? Est-ce qu'à un moment donné, tu as réussi à dire non, assez, c'est assez, j'ouvre la parole? Dans la famille, ça n'a pas été vraiment possible. Présentement, avec un de mes frères, avec ma sœur, dont je porte le châle aujourd'hui, qui est partie il y a 4 ans maintenant. Et oui, mais à part ça, non, pas vraiment. Et moi, j'ai toujours cherché à trouver la justice, avoir un sentiment de justice à l'intérieur de moi. Parce que ça me mettait soit en colère, soit en dépression. C'était un ou l'autre. Fait que si j'étais en colère, c'était comme mon moteur d'action. Fait que la colère m'a vraiment, vraiment servi, moi, à la faire contre les autres, mais moi comme un moteur. Vraiment comme un moteur. Mais aussi, j'aurais vraiment aimé ça, faire partie de l'entreprise familiale. Ma sœur Raymonde aussi, on aurait vraiment beaucoup aimé ça. On avait le talent pour faire ça, mais ça nous a été vraiment refusé, complètement refusé. Alors moi, à un moment donné, j'ai dit à ma sœur, moi j'ai le goût de laisser un legs à la société. J'étais dans le début de la soixantaine. J'avais le goût de laisser quelque chose. Je pouvais pas laisser une grosse entreprise familiale. Je pouvais pas. J'avais rien comme laissé. Puis je viens de ce milieu-là. J'avais comme un élan de vouloir laisser un legs. Je parlais de ça avec ma sœur. Ma sœur a dit bon, si tu veux, je vais y aller avec toi si tu fais quelque chose. Tu sais. Puis on avait cherché des organismes. On voulait faire un organisme communautaire, tu sais, pour laisser un legs, là, tu sais, laisser notre marque, faire quelque chose pour contribuer vraiment. Puis finalement, on s'est tourné vers les femmes assez naturellement. C'était là aussi qu'il y avait les subventions possibles. Parce qu'à Amos, il y avait eu un centre communautaire, comment on dit ça donc? Un centre communautaire non conforme. Mais voyons, j'oublie le mot, là. En tout cas, mais ils ont été obligés de fermer par faute de subventions. Fait que, tu sais, j'avais quand même ça à l'idée que si je vais dans quelque chose, je veux que ça marche. Puis, dans le fond, fait que je me suis tournée vers... pourquoi qu'on n'ouvrirait pas un centre de femmes à Amos, là? Tu sais, il me semble que les hommes d'Amos, là, la grosse gang d'hommes d'affaires, là, tu sais, puis les petites femmes qui font toutes leurs affaires, là, hein, dans le temps, Albert, hein, c'était beaucoup comme ça. Fait que nous autres, on a dit, bon, fait qu'on est allés. Moi, je suis allée. Ma soeur, elle, à ma côté. Moi, je suis plus leader, fait que... Mais elle, à la côte, là. Fait que je suis allée la première fois parce qu'il y a des centres de femmes à La Sarre, à Rouen, puis au Témiscamingue depuis les années 80 qui existent. Il n'y en avait pas à Amos. Il n'y en avait pas à Amos. Il n'y en a toujours pas à Val-d'Or. Et on était en 2009, quelque chose comme ça. J'étais allée à cette réunion-là. C'était le regroupement des centres de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis là, j'ai dit, bon, y a-tu de la place? Qu'est-ce que je fais? Comment on fait ça? Puis elles ont dit, oui, c'est une vraie bonne idée, puis on va t'appuyer, tu sais, on va vous appuyer, puis tout ça. Fait que je suis revenue vers Raymonde, fait que là, elle a dit, on le fait. OK, on le fait. Fait que là, on s'est lancé, on a cherché des femmes, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a dit, bon, ben, coudonc, c'est ça. C'est pas dû. C'est pas ça. On va faire d'autres choses, mais là, on avait besoin. Mais à un moment donné, là, j'ai dit à Raymond, on se rasseye dessus. Peut-être que ça faisait 6 mois de ça, à peu près.
Tu sais, je parle comme ça, 6-8 mois, je sais pas trop. On se réessaye-tu avant de lâcher puis de dire, on le fait pas, tu sais, parce qu'il y a un besoin pour les femmes, là, tu sais. Fait que là, on a réessayé puis ça a marché. Ça a marché, puis on a commencé. Oui, ça a marché avec félicitations. 0 scène, là. On l'applaudit, hein? 0 scène. Parce que ça, c'est la persévérance. Avec ma sœur. C'est la persévérance, c'est la détermination. Quand on a une idée, Oui. on y va, on laisse faire. Toutes les à côté, les voix qui nous disent « Ah, fais pas ça, tati, tata. Oui. » Mais toi, t'as pas écouté les peurs des autres avec ta sœur. Vous aviez un rêve, vous aviez vu un besoin qui était présent Oui. et vous vous êtes allés. Donc, oui, puis ça c'est pas répondait facile justement de permettre à la voix de pas l'étouffer et d'étouffer le rêve qui est là. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, quand tu le fais, tu t'en aperçois pas que tu fais ça, là. Tu sais, c'est comme, bon, moi, j'ai cet élan-là, ma soeur, ça y tente. OK, ça va être le fun, tu sais. Go, puis on va avoir des femmes, puis il va se passer toutes sortes d'affaires. On n'a pas pensé que, tu sais, dans le fond, on a commencé en 2010. En 2011, je pense que c'est là qu'on a été reçus. On a eu nos lettres patentes en 2011, puis c'est en 2014, je pense, qu'on a été reçus. Avant, c'était l'agence, là, comme un organisme en santé et services sociaux. On a été reconnus. Puis moi, j'ai regardé des documents tantôt. Ça m'a ramené de faire le tour. Il me reste des choses. Tu sais, ma soeur, elle en avait aussi. Puis moi, je suis dans ses affaires. Puis finalement, en 2014, nous, avec nos activités, on est allé chercher plus de 7 000 $. On avait 0 cent pour commencer. On avait une subvention de 1 000 $ de la ville d'Amos, une autre de 350, je pense, de je ne sais plus trop où, il faudrait que je regarde. Mais on avait fait pour plus de 7 000 $ en argent. Mais bravo! Oui, bravo, ça, c'est les femmes. Ben oui, ben oui. C'est le groupement des femmes. J'ai le goût d'aller voir Annie, Oui. toi. Annie, toi, est-ce que ça a toujours été un rêve pour toi de t'en aller vers le milieu politique, qui est un milieu quand même plus masculin? Ça a-tu toujours été un rêve? C'est une bonne question. Tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie un peu au fil des années, parce que la politique, moi, dans le fond, c'est mon garçon qui m'a comme un peu apporté à me rendre là. Tu sais, mon plus vieux, il est autiste. Je me suis impliquée, dans le fond, au conseil d'établissement afin de m'assurer qu'il y ait des services auxquels il y a le droit, là. Fait que, puis après ça, tu sais, ça court pas les portes, là, tous ceux qui veulent s'impliquer. Tu sais, les gens, je chiale souvent, mais c'est rare que les gens vont s'asseoir concrètement pour faire de quoi. Puis après, j'ai été au conseil des commissaires, puis c'est là que j'ai été commissaire après. Il y a quelqu'un qui est parti, puis j'ai été commissaire, puis après, ça m'a apporté à la présidence. Fait que, est-ce que j'ai toujours voulu faire de la politique? La réponse est, je n'avais aucune idée que j'avais envie de faire de la politique. Okay. Fait que, la réponse, honnêtement, c'est, tu sais, non. Est-ce que j'ai toujours voulu faire valoir des droits, nos droits, peu importe. Moi, je pense que oui. Tu sais, moi, je viens d'une famille, mon frère est malentendant. Ma mère s'est assurée qu'il y ait toujours les services auxquels qu'il a le droit. Il a été le premier en région qui a eu un interprète. Fait que, tu sais, peut-être que j'avais cette fibre-là en dedans de moi. Mais non, j'ai pas toujours voulu. C'est des événements de vie qui ont fait en sorte que je pense que je me suis impliquée, puis que j'ai vu qu'on avait notre place, puis que c'était bien qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, qu'il y ait une certaine parité. Ça l'apportait une façon de voir les choses qui était différente, puis ça l'apportait une plus-value. Puis, tu sais, quand je t'entendais, hein, j'ai... Ça a failli, hein? Les vous-tu, vous connaissez ça, hein? Ça. Vous-tu. Quand je t'entendais, tu sais, ça me faisait penser un peu, tu sais, moi, je me suis quand même préparée peut-être dans une autre orientation, mais tu sais, on s'est senti souvent, tu sais, les femmes, la voix étouffée, mais tu sais, faut se rappeler là, qu'en 1928, là, il y a 5 femmes, là, c'était le regroupement des 5, je me souviens plus comment ils étaient appelés, qui ont demandé au gouvernement si le mot « personne » incluait le mot femme, si on était défini au sens de la loi. Puis ça, ils ont fait une pétition qu'ils ont donnée au gouvernement, puis tu sais, je trouve ça important là, de le rappeler parce que faut s'en souvenir de ces efforts-là qui ont été faits par des femmes. Puis cette pétition-là, elle a été donnée au gouvernement, puis en 1928, ils ont dit que non.
le mot la femme n'était pas inclus dans dans personne au sens de la loi. Fait qu'on n'était même pas reconnu à ce moment-là parce qu'il disait qu'on n'était pas qualifié au niveau politique pour prendre ce genre de décision-là, les femmes. C'est ça qui ont statué les personnes de cette époque-là, malgré qu'on avait le droit de vote depuis 1918 dans certaines provinces, au Manitoba, puis même au Canada qu'on l'a eu, mais au sens de la loi, on n'était pas reconnu en tant que personne. Puis là, ces femmes-là, on s'entend, là, ils n'ont pas fait comme « Ah oui, on abdique, puis on répond pas à ça. » Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont été le plus haut tribunal, en cour d'appel à ce moment-là. Puis ils ont récidivé. Puis en 1929, en fait, ils ont considéré que le mot que la femme était inclus dans personne au sens de la loi. Fait que ça c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenu des personnes au sens de la loi. Ouais, on s'applaudit. Fait que, tu sais, je pense qu'on leur doit beaucoup en temps. Fait que, tu sais, ça en dit long sur notre histoire puis comme notre senti. Tu sais, je vous écoutais, puis tu sais, je pense toutes ces étapes-là qui ont été faites. Puis moi, je trouve ça le fun de le dire que suite à ça, en 1930, au Sénat, la première femme, elle a été nommée au Sénat suite à cette définition-là qui a été éclaircie. Fait que, tu sais, on a des grands progrès. Puis je pense que ça, faut pas les oublier. Puis on a un devoir, puis j'arrête pas de le dire, on a un devoir de mémoire de tout ce qui a été fait, puis pas d'oublier ces droits et libertés-là, puis ces acquis qu'il y en a qui sont pas conscients qu'on a maintenant, mais tu sais, je pense qu'il faut s'en souvenir. Exactement. Je m'en souviens, là, ça reste ça. Je m'en souviens. Je m'en souviens qui croyaient pas en nous, tu sais, les hommes de cette époque-là, tu sais, ils ridiculisaient un petit peu la femme, tu sais, comme pourquoi qu'ils nous avaient appelés les suffragettes, ils ont mis le « et », c'était pour un petit peu ridiculiser les femmes qui voulaient avoir le droit de vote. Fait que, tu sais, c'était le mouvement au début qui était les suffragistes, comme partout un peu au Canada, mais qui est devenu les suffragettes au Québec. Puis le « et », c'était comme pour banaliser la chose, c'était comme un peu pour ridiculiser. Mais c'est devenu un mot qu'on utilise maintenant. Mais, tu sais, c'est comme triste d'entendre ça. Puis, tu sais, c'est les journalistes, c'est les hommes politiques de l'époque, tu sais. Mais en même temps, on a su en faire des alliés. Puis c'est grâce à eux, après, tu sais, 14 projets de loi qu'on a pu avoir le droit de vote le 18 avril 1940, les femmes au Québec. C'est la dernière province au Canada. C'est la dernière province? La dernière province du Canada. Wow! Puis toutes les femmes puis les minorités, autant les Autochtones et qui c'est en 1960 qui ont pu avoir le droit de vote. Et ça a pris du temps quand même, hein? Ouais. C'est toute une lutte continuelle qu'a la femme à lutter, d'un, de son droit, puis deux, de son pouvoir de la voix, de pas avoir la voix étouffée. Puis toi, Zoé, tu t'en vas dans des métiers ou des professions où il y a des tabous, où les gens ont de la difficulté. Ils étouffent la voix, en fait. Ils étouffent par peur de toutes sortes de choses, là. Ça te fait pas peur, toi? Non, parce que je me dis que je veux donner justement une voix à ceux qui sont étouffés. Je veux que, justement, je vais prendre comme exemple les femmes parce que c'est de ça qu'on parle. Les femmes, on est tellement fortes, on est tellement résilientes. Ça fait plus que 100 ans, justement, qu'on se bat. Puis qu'on se fait écraser par des hommes. Puis on le fait quand même parce qu'il faut le faire. Puis je veux dire, il faut que je le fasse. Il faut que je donne une voix aux gens qui sont étouffés parce que si tout le monde se dit « Ah, ben juste une personne, ça ne changera rien », ben il n'y a jamais rien qui va changer. Fait que je me dis, peut-être que je ne changerai pas le monde, mais au moins je vais contribuer à le faire avancer. Ouais. Bravo! Vraiment. Tu sais, ça, tu nous ramènes justement dans l'histoire, Annie. Peux-tu nous parler des premières grandes victoires de la libre expression? À quel moment, dans l'époque, là, OK, je comprends que on a eu le droit de ci, le droit de ça, mais là, il y a le droit de s'exprimer. Le droit de s'exprimer tant au niveau du couple, au travail, le droit de s'exprimer pour tu vis une maladie,
qui est plus marginal ou plus tabou, ou t'as une sexualité différente, est-ce qu'il y a eu une lutte face à ça, là, de s'exprimer librement? Ben, tu sais, il y a les luttes, mais tu sais, puis c'est ça. Mais je pense que tout part d'être reconnu en tant que personne, d'avoir nos droits de vote. Après tout ce qu'on a mis en place, mais on a été chercher des alliés. Mais tu sais, je pense que tout ça, le droit de parole, ça revient beaucoup de stéréotypes qu'on nous a mis. Tu sais, que la femme n'a pas le droit de parole, mais tu sais, à un moment donné, c'est au niveau de la culture. Puis, tu sais, quand que je pense à ça, tu sais, moi, mettons, comment je me sens, mon droit de parole, ma prise de parole par rapport à comment vous vous sentez par rapport à toi, puis par rapport à ce que je regarde de mes enfants, je trouve qu'il y a quand même une belle évolution dans comment qu'on chante. Moi, quand je demande à mes enfants, tu sais, est-ce que parce que tu es une femme que tu sens que tu peux pas prendre la parole? Ben non, ils ont moins ce sentiment-là que moi. Les premières fois que j'ai pris la parole, j'avais vraiment l'impression, vu que, puis tu sais, ça venait sûrement de moi, ou c'était une perception que j'avais, je sais pas, mais que vu que j'étais une femme, ce que je disais avait moins de portée que le même discours qu'un homme allait faire, que mon propos. Puis, tu sais, là, est-ce que c'est un problème de société? Ça vient d'où? Est-ce qu'on a notre voix? Tu sais, je sais pas, parce qu'il y a deux choses. Il y a la pression, tu sais, de nos stéréotypes, de ce qu'on est habitué, de ce qu'on s'est fait dire que la femme, tu sais, puis on achète des affaires de génération, hein. Tu sais, fait que, tu sais, est-ce que ce que ma mère, ce qui m'a été impliquée, tu sais, une femme devrait, tu sais, puis ma mère me disait pas qu'une femme devrait être à la maison, là, mais je veux dire, tu sais, c'est ce que, tu sais, dans le futur qui était apporté. Indirectement, ça avait une incidence sur moi que mes enfants n'auront pas la même répercussion. Fait que je trouve que prendre sa voix, c'est important de parler avec confiance, c'est important de se respecter puis respecter nos émotions qu'on a dans notre prise de parole. Tu sais, je sais pas si je réponds à la question, tu sais, de ce que tu me demandais, mais tu sais, je pense que c'est ça, faut s'assumer, faut se respecter, faut respecter nos convictions, faut savoir qui qu'on est en tant qu'être humain aussi. Mais tu sais, je trouve que la pression sociale est très grande, mais la pression, puis il n'y a pas plus grande limite que celle qu'on se met, je pense. Tu sais, on est plus sévère envers nous-mêmes. Puis tu sais, la barrière, tu sais, le plafond de verre, tu sais, des fois, c'est nous autres mêmes qui se le met. Tu sais, oui, la société l'impose, mais nous aussi, tu sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut les briser, ces barrières-là, puis aller au-delà. Puis plus que de femmes comme vous qui allez prendre leur place, qui allez nommer certaines choses avec confiance puis conviction, puis dans le respect de soi-même puis des autres, ben, je pense que c'est là que les voix vont se faire entendre. Oui, vas-y. Dans ce sens-là, j'ai une expérience à raconter avec des personnes. Je fais des groupes de 4, 5, 6 personnes. Et comme à un moment donné, les femmes s'expriment, c'est des groupes de femmes. Les femmes s'expriment, puis là, je leur demande de prendre leur cellulaire puis de s'enregistrer ce qu'elles vont dire. Et énormément de femmes disent qu'elles n'aiment pas leur voix. Et elles sont gênées de parler dans le microphone de leur propre téléphone. Et quand après même, elles ne veulent pas, beaucoup d'entre elles, je dirais la majorité, ne veulent pas se réécouter. Et puis moi, j'aime ça, apporter ça, plutôt que l'écriture. Parce que l'écriture, j'ai beaucoup écrit, puis j'écris encore, mais c'est comme long. Tu sais, tes émotions sont là, tandis que quand tu t'enregistres, c'est sur le vif. Puis si tu le réécoutes après, tu comprends ce que tu as vécu. Tu sais, c'est là, c'est sur le vif, c'est riche, là. C'est vraiment quelque chose. Puis je vais continuer quand même à le faire. Mais il y a une difficulté, là, pour, en tout cas, moi, les femmes que j'ai vues, c'est juste un petit éventail quand même, mais la difficulté d'entendre sa propre voix. Il y a encore une voix étouffée. Une voix qui, de non-dit, des fois, hein? Juger, je dirais. Juger, ma voix est pas bonne, ma voix est pas belle, j'ai pas une belle voix. L'autocritique. Oui, on a beaucoup ça. Pas juste les femmes, c'est sûr. Mais la société occidentale, on a beaucoup ça. On est très dur envers soi. Ouais. On va aller à la pause. Et après la pause, ben, on continue la discussion. Alors, à tout de suite. Alors, Caroline, est-ce que nous avons une question dans le public? Un commentaire. Un commentaire, oui. Ce que Diane dit, Diane sur le panel, effectivement, c'est vrai. Parce qu'on n'aime pas notre voix. Moi, personnellement, c'était pas joli ce que je disais de ma voix. Tu sais, je la trouvais pas belle
On va faire une blague. Je disais que j'avais une voix de crécelle. C'était pas très beau, hein? Mais c'était ma perception. Mais je me suis jamais enregistrée, puis je vais faire le test. Merci. Mais ne vous inquiétez pas, moi j'ai une voix de pingouin depuis juste en avant. Fait que- Très beau commentaire, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te dit, toi, quand tu entends ça? Ben, moi, on m'a dit toute mon enfance, tu vas-tu la fermer? Tu sais, moi, j'adorais chanter. J'étais petite, je suis une fille joyeuse. Tu sais, j'ai toujours été joyeuse. Puis on avait, tu sais, les bancs en avant des autos, c'est pas comme aujourd'hui, c'était un grand banc. Puis les enfants étaient en arrière, il n'y avait pas de ceinture, là. Fait que moi, j'étais là, tu sais, puis je chantais, mais mon père, tu vas-tu la fermer? Fait qu'à un moment donné, moi, je n'étais plus capable de chanter. J'avais une voix... Ça crée un impact très ça négatif. comptait vraiment un impact. Puis, je chantais faux, j'aime chanter, je chantais faux. J'avais pas conscience en ma voix, pas confiance dans ma voix. C'est quand j'ai fait des balados que finalement, les gens m'ont dit « Hey, t'as vraiment une belle voix, toi? » Je me suis dit « Wow! » C'est vraiment quelque chose. Puis là, je vais vous la montrer, je vais vous la faire entendre, ma voix de chanteuse. Wouhou! Et c'est comme bon. Puis là-dedans, quand je chante bas, là, tu sais, ça, c'est ma voix masculine. On a le masculin à l'intérieur de soi. C'est dans le premier chakra, là, tu sais, quand on va s'enraciner, là. Mais après ça, ouh, aïe, aïe, ah, et le rire, rions, ah ah! Donc, tu as appris le justement, la libre rire. expression, Oui. de t'exprimer Oui. confortablement. Puis le Et- rire, c'est vraiment une bonne expression. Ouais. Ça dédramatise la situation qu'on vit souvent. Alors, j'adore le rire, c'est très guérisseur. Mais merci de ton partage, Diane. J'ai le goût de m'en aller, justement, à la première fois que vous vous êtes exprimé, soit en public, soit dans votre vie de couple, n'importe où. Zoé. Ben, moi, je suis une grande sœur. J'ai un petit frère puis une petite sœur. Puis, je pense que la première fois que je me rappelle de m'être exprimée, justement, c'est pour les défendre. Oh! Parce que je voyais, justement, mon frère se faire écœurer à l'école, puis j'ai toujours eu ce grand sens de la justice-là. Fait que tout de suite, je me suis dit, non, là, il y a personne qui va aller écœurer mon frère. Fait que c'est là que, comme, je me suis dit, bon, ben, ça me dérange pas qu'est-ce qui se passe, mais faut que ça s'arrête, faut que je le protège. Fait que c'était beaucoup, je pense. Comment est-ce que tu t'es sentie quand tu l'as pris ta voix? Tu t'es exprimé justement à la défense de ton frère. Ben, je sais pas. Ben, c'est parce que mon frère, il était vraiment tout petit là, quand il était jeune. Là, fait que, justement, c'était comme protéger quelqu'un qui a comme moins la capacité de se protéger lui-même. Tu sais, je fais un parallèle un peu justement avec ce que je veux faire et tu sais, utiliser les privilèges que j'ai, tu sais, en tant que personne blanche, une personne cisgenre. Ben ça, c'est 2 privilèges que j'ai que de plus que certaines autres personnes. Fait que pourquoi ne pas utiliser ce que j'ai, les privilèges que j'ai pour aider ceux-là qui n'ont pas ces privilèges-là? C'est beau ce que tu viens de dire. Ouais. Les privilèges de déjà être à l'écoute de soi puis de déterminer que c'est un privilège, ce que tu vis là. Puis tu te donnes ce privilège de l'avoir, mais d'être consciente que c'est un privilège en Oui. soi. Oui, c'est ça. C'est quelque chose parce que tout est acquis là dans les humains là. On prend probablement tout acquis là. Ouais, ben, puis je trouve ça tellement important justement de reconnaître les privilèges qu'on a, parce que oui, il y a plein de choses qui me désavantagent, c'est le fait que je suis une femme, le fait que je fais partie de la diversité sexuelle, que tu sais que je suis pas hétéro. Oui, ça me désavantage, mais
on voit, mettons, avec l'intersectionnalité, que les désavantages sont en pile, mais les privilèges aussi. Fait que je vais utiliser le privilège que j'ai pour défendre les gens qui n'ont pas ce privilège-là, pour justement essayer de les amener à avoir les mêmes droits ou les mêmes libertés que moi. C'est drôle parce que ce que tu dis, ça me fait penser, j'ai lu un article cette semaine, puis c'est une personne trans, puis elle, en tout cas, avant, il dit, j'ai pris conscience des privilèges que j'avais en tant qu'homme en devenant femme. Wow! Pour vrai, Wow. ça m'a, puis on dirait que tu disais ça, puis ça m'a vraiment interpellée, puis ça m'a fait penser à ça, parce que, tu sais, il dit, tu sais, il s'en rendait compte, là, de où qu'il était rendu. Majoritairement, ça a été plus facile parce qu'il était un homme pour gravir ces échelons-là, tu sais. C'est encore une réalité d'il n'y a pas si longtemps, tu sais. Ouais, Fait que ouais, ça, ouais. Je pense que ça m'a fait penser à ça. Ouais, parce que les hommes ont jamais eu à se battre comme nous, les femmes, on se bat à chaque jour. Tu sais, presque à chaque jour, il y a un homme ou il y a quelqu'un qui me fait une joke sexiste ou un commentaire sur mon corps qui me sexualise. Mais les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui réalisent pas que eux, ils peuvent vivre sans ce fardeau-là. Ou les doubles standards. T'sais, Exact. une femme qui va se positionner va être émotive. Il va arriver une situation, puis là, on va prendre la parole. Ah, elle est donc bien émotive. Le même homme, il met ses limites. Exact. Voyons, Ouais. je veux dire, ça n'a pas de bon Ouais. sens. Encore en 2024, on a des discours du genre. T'sais. Exact. Ouais. Fait que, c'est vraiment important, justement, de voir ces privilèges pour pouvoir comme les utiliser, parce que, je veux dire, sinon, ça sert à rien. Ça nous bénéficie juste à nous, puis selon moi, c'est les gâcher un peu. Mais tu sais, est-ce un privilège d'avoir la voix, de parler, d'avoir l'aisance à dire ce qu'on veut? Est-ce un privilège? Ou c'est un droit, mais c'est un en droit. même temps, tout est un privilège. On a le privilège de se lever chaque matin. Fait que ça, à la limite, tu sais, ça dépend comment tu le vois, Ouais. mais tu sais, moi, je trouve pas que c'est négatif non plus que ça soit un privilège, parce que chacun, que ça soit homme ou femme, c'est un privilège qu'on a quand même de Mais tu sais, faire grandir. Mais dans la loi, tu sais, tel Non. que c'est perçu, tu vois-tu C'est que ça. Ah ouais. il y a une nuance, là. Ah ouais. Tu sais, on peut le voir de façon plus spirituelle ou c'est le privilège de me lever aujourd'hui. Mais c'est parce tu que, sais. tu sais, dans le fond, c'est comment tu vois les choses, parce que c'est des états, tu sais, c'est comme de dire, puis tu sais, ça me fait penser, tu sais, c'est un fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on dit, OK, c'est un privilège, mais tu sais, c'est prendre cette opportunité-là, dans le fond, puis les compétences qu'elle a pour faire valoir quelque chose, tu sais, au même titre que, tu sais, William, mon garçon, mon plus vieux, il est autiste, puis c'est pas le sujet, mais tu sais, c'est juste pour dire, quand il était petit, à un moment donné, moi, les façons que les gens y avaient de réagir par rapport à ça, tu sais, je me sentais mal. Puis à un moment donné, je me suis dit, chaque beau malaise est une opportunité d'en parler et de faire connaître, parce qu'il y a personne qui est fondamentalement méchant, puis personne qui veut faire quelque chose pour détruire l'autre. C'est juste parce que des fois, ils ont peur, puis ils savent pas comment réagir à ça. Fait que c'est à nous d'éduquer ou d'apprendre ou d'informer les gens, parce que les gens, ils veulent comprendre, puis ils veulent faire partie de la solution. Fait que, tu sais, peu importe le mot, on dirait que le mot me dérange pas tant, mais oui, tu sais, je comprends ce que Mais vous tu sais, dites, puis vous avez raison. ça peut déranger certaines personnes Oui. parce que chaque personne a sa propre perception de la vie ou des choses, là, tu sais. Mais Toi, c'est de la prise de parole, ça, là. Toi, tu as la capacité d'une prise de parole. J'ai lu au niveau de la pauvreté des femmes, il y a énormément de femmes qui sont pauvres. Et ça joue même, tu sais, dans tous les Dans tous les secteurs volets, de la là. vie, tous les volets. Quand tu es vraiment pauvre, la prise de parole, tu as comme un peu un malaise parce qu'on n'est pas fait pour être dans la pauvreté. On est fait pour être dans l'aisance. Pas nécessairement la grande richesse, mais avoir l'aisance de dire, bon, oui, je peux aller acheter ce dont j'ai besoin à l'épicerie pour nourrir mes enfants ou me nourrir, moi, de façon saine. Est-ce que c'est un privilège? Moi, je pense que c'est un droit. Tu sais, c'est un droit parce que c'est la base de la pyramide C'est de là qu'il faut Maslow. utiliser puis faire valoir, puis ça prend des personnes, autant des femmes que des hommes, sur des paliers
gouvernementales, démocratiques, qui démontrent ces réalités-là, puis que ça n'a pas de bon sens, tu sais, que c'est un droit fondamental. C'est ça. Mais je pense oui, que, oui, quand on a des privilèges, ben on est peut-être là aussi pour assister ou aider ou faire en sorte, comme, bon, je vais prendre l'exemple d'un centre de femmes, parce que ici, il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a des femmes de toutes sortes de niveaux de vie ici qui viennent pour répondre à des besoins. Fait que, tu sais, ça, c'est de la transformation sociale. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Mais on ne peut pas toujours attendre d'aller au gouvernement. Mais on n'a pas... Mais tu sais, les femmes qui ont eu le droit de vote, un moment donné, il a fallu qu'ils s'allient à des personnes qui étaient à l'Assemblée législative pour faire valoir leur loi. Si on veut changer des choses concrètement, tu sais, oui, on peut faire des petites choses localement. Oui, ça va changer, ça va faire grandir. Mais à un moment donné, il faut aller chercher des alliés. Puis il faut faire concrètement, en tant que province, en tant que pays, qu'on mette des actions. Tu sais, quand on a le droit à la garderie, le droit à l'avortement, le droit... Tu sais, c'est toutes des choses qu'on a dû se mettre ensemble comme société pour faire grandir puis faire avancer le droit des femmes, le droit de l'humain. Tu sais, puis je pense qu'on n'a pas le droit, mais on n'a pas... C'est comme un moment donné, il faut utiliser la machine qu'on a pour faire avancer les choses. Tu sais. Fait que même si on reste tout seul, chacun dans nos... Oui, ça va nous aider à grandir en tant que personne, mais si on veut faire grandir notre société, à devenir une société meilleure, plus inclusive, ben il faut conscientiser les gens qui prennent des décisions qui vont redescendre. Je suis complètement d'accord avec toi. On va aller à la pause, puis après, ben... On va continuer le sujet, mais j'ai le goût d'aller vers la politique, là. Alors, à tout de suite. Caroline! Hein? Je crie Caroline! A-t-on des témoignages, questions du public? Question ici. Bon, on a parlé de droits et de commentaires. En 1964, il y a eu le droit des femmes d'être l'égale des hommes au point de vue juridique. Est-ce que vous pensez que ça a changé la voix des femmes au niveau politique? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, avant ça, ils étaient considérés comme un enfant. Maintenant, au point de vue juridique, ils sont capables de signer le droit à la propriété, c'est ça? Le droit à la propriété, mari, puis le droit d'être l'égal de l'homme aussi. Alors, est-ce que vous pensez au niveau de la voix des femmes, au niveau politique, ça a changé quelque chose? Bien, c'est sûr que ça a changé quelque chose. Mais je pense que je ne comprends pas bien la question. Oui. Ma question, c'est, depuis ce temps-là, est-ce que vous voyez une évolution? Oui, bien, il y en a eu plein d'évolutions par rapport à ça. Même, tu sais, après ça, tu sais, la femme, en 79, demandait un congé de maternité pour revenir. Elle avait pas peur de se faire congédier en revenant au travail. Après, il y a plein de choses qui a fait en sorte, qui a favorisé d'être au même... On a les mêmes droits que les hommes suite à ça. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme, malgré tout, malgré notre contexte, les choix qu'on a à faire, le fait d'être une femme, tu sais, je veux dire, on a des choix familiaux à faire. Tu sais, oui, ça va rester plus difficile, mais je pense que ça a apporté des beaux progrès puis un bel avancement. Est-ce que ça a toujours été équitable? Puis c'est juste, je suis pas certaine. Tu sais, que c'est venu directement avec, mais tu sais, juste le droit, tu sais, les garderies qu'on a pu, tu sais, dire la femme, elle avait le choix de vouloir rester à la maison ou d'aller travailler. Tu sais, quand c'est un choix, c'est bon, mais quand c'est pas un choix, je pense que c'est là que c'est triste. Là. C'est ça. Et aussi, tu sais, c'est beau que le droit juridique soit là, mais si c'est pas fait dans la les société, organisations aussi, c'est là où on est en constance. En fait, on est dans la lutte constante. Ah ben il faut. On n'a pas le choix, puis il faut jamais abandonner, je pense. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Tu sais, il faut continuer. Puis, tu sais, on a des enjeux aussi. Tu sais, là, tu sais, je pense qu'on accueille beaucoup de nouvelles personnes chez nous avec leur culture, ce qui apporte. Puis, je pense qu'on va avoir un devoir de vigilance puis de maintenir nos acquis de langue, de droits de femmes encore plus. Puis c'est super qu'on accueille tous ces gens-là, puis c'est vraiment parfait. Mais je pense ça vient avec des enjeux, puis je pense que le droit de la femme, faudra encore plus être vigilant. Oui, c'est ça. Par rapport à la culture de l'autre qui vient d'ailleurs, qui est plus patriarcale. Faut pas oublier la nôtre non plus. Puis, tu sais, notre langue, tu sais, que ça soit notre langue, les droits de la femme, tu sais, fait que je pense qu'il faut continuer. Tu sais,
c'est un travail de longue haleine, mais est-ce que c'est parce qu'on a eu les mêmes droits que automatiquement, du jour au lendemain, tu sais, ça s'est paru dans la société? Ben peut-être pas, parce que ça a été, je pense, en 1976 qu'il y a eu les premières femmes, tu sais, qui ont vraiment été élues au gouvernement provincial, tu sais, malgré le que tout le monde avait le droit là, de vote. Fait que, tu sais, je veux dire, même nous, pour nous, c'était difficile d'y aller, étant donné notre contexte, étant donné que c'est l'homme qui travaillait, la maman devait rester à la maison. Tu sais, c'est tout un... C'est tout un cheminement que la ça. femme a fait, mais aussi le choix d'y arriver là aussi, parce qu'elle devait être déterminée incroyablement, puis se faire taper dessus. Ben même encore, c'est pas facile. Là, mettons, là, surtout en Abitibi, là, tu te dis, OK, je vais aller, mettons, oui, je veux m'en aller au provincial. Mais c'est quoi que ça l'implique? C'est que le mari doit rester à la maison avec les enfants parce que tu dois prendre l'avion pour aller, tu sais, comme à Québec, à toutes les semaines. Tu sais, je veux dire, t'es plus là avec tes enfants, t'es vois pas grandir. C'est qui leur donne? Est-ce que t'es prêt à faire ce sacrifice-là pour ton droit de parole, puis d'être femme, puis d'être à parité? Tu sais, je sais pas si c'est un choix. Est-ce que la possibilité est là? Oui. Est-ce qu'on a envie de le faire? Pour certaines, peut-être. Pour tout le monde, peut-être pas, puis c'est correct aussi. Tu voulais rajouter un point, Zoé? C'est ça, je veux juste revenir à l'immigration parce que c'est ça, on pense beaucoup que justement, ça va plus clasher avec, justement, vu qu'ils souvent, ils viennent de pays plus patriarcal. Notre pays est très patriarcal, mais... qui ont encore des traditions. C'est ça, mais justement, ils s'en viennent ici pour ça. Ils s'en viennent ici pour leurs droits. Sinon, ils seraient restés là-bas. Fait que, tu sais, ils sont vraiment très ouverts à apprendre, justement, à apprendre, puis ils ont déjà un bout de chemin de fait parce que sinon, ils seraient restés dans leur pays d'origine. Mais tu vois, je dis juste qu'il faut faire attention. Tu vas, quand même, à Montréal, se faire servir en français, c'est difficile. Il y a quand même, ils n'ont pas les mêmes droits, il n'y a pas les mêmes... Puis, tu sais, c'est pas eux. Moi, je dis juste qu'en tant que province, on s'est battu pour ces droits-là. Je pense qu'il faut juste être vigilant puis continuer à travailler dans ce sens-là avec eux en intégrant tout le monde. Tu sais, moi, pour vrai, là, j'ai pas de problème avec ça. Je vais juste dire, tu sais, il y a comme un... Je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça. En fait, c'est une question aussi de bien les accompagner dans le processus culturel que la femme et l'homme ont établi ici au Québec pour le garder, le maintenir dans les droits que nous avons comme privilège actuellement. Déjà, pour les accompagner, par exemple, il faudrait leur donner des cours de francisation puis arrêter d'enlever l'argent des cours de francisation. Ça, c'est sûr. Et ça sera un autre sujet à débattre. Ça, c'est important. C'est important. Donc, on va aller à une autre question, commentaire, témoignage. Bien, en fait, je voulais voir avec vous. On se dit qu'on est dans une société égalitaire au niveau des genres, mais on ne se cachera pas que c'est beaucoup encore les mères qui font l'éducation des enfants. Et puis là, je ne veux pas nous amener dans une culpabilité, mais si c'est les mères qui élèvent les enfants, comment ça qu'on a autant de difficultés à casser ce patriarcat-là, justement? Parce que, tu sais, on pourrait s'attendre à si c'est les mères, nous, on va transmettre nos valeurs d'égalité et d'équité Mais comment ça qu'on n'y arrive pas? Fait que, c'est pas tant un commentaire, question, c'est très philosophique, là, puis... Mais je me questionne beaucoup à ça aussi. On sent quand même une certaine montée aussi de propos d'extrême droite, de masculinisme et tout ça. Donc, comment ça, si... Puis c'est vrai, là, je pense que statistiquement, il y a quand même plus de femmes que d'hommes qui veillent à l'éducation des enfants. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on... Est-ce que c'est pas un peu... Là, je vais dire quelque chose de gros, mais est-ce que c'est un peu de notre faute si on n'arrive pas à casser la boucle? C'est pas ce que je pense réellement, mais comment ça qu'on n'y arrive pas? J'aimerais... moi aussi, c'est ça que ça m'a apporté, mais je peux... Mais tu sais, tu as raison, mais on dirait que je pense qu'il n'y a pas pire que les femmes envers les femmes, des fois, pour nous limiter. T'sais. Des fois. Oui, des fois, mais des fois, on est dur envers nous-mêmes puis envers les autres. Puis, tu sais, moi, c'est juste, tu sais, j'ai été à l'école, j'ai fait mon bac, j'ai été travailler, j'ai décidé d'être maman à la maison. Puis moi, ça a été une période que j'ai trouvé que c'est les femmes qui étaient le plus dures avec moi puis qui m'ont vraiment détruit ma confiance en moi parce que quand je me faisais demander « Tu fais quoi? » puis je disais que j'étais maman à la maison, c'est comme si j'étais plus rien puis j'avais plus d'intelligence. C'est comme « Ah ouais, tu sais. » Puis j'avais tout le temps besoin de me justifier puis j'ai trouvé ça triste
que c'est souvent, tu sais, ah ouais, tu sais, toi, tu sais, c'est pas compliqué, t'es à la maison, mais moi, je travaille, tu sais. Tu sais, des commentaires vraiment péjoratifs. Puis est-ce que, oui, on est des femmes, puis tu sais, puis l'autre point, c'est que je pense qu'on va le voir dans nos générations futures. Je pense que ça change. Parce que je fais juste regarder mes enfants. Ils n'ont pas le même ressenti que moi que j'ai. Mais je pense que c'est des choses qu'on a peut-être achetées des générations passées, puis qu'on vit encore. Puis c'est juste... tu sais, juste l'époque de mes grands-parents puis mes parents, tu sais, c'est comme une femme devait rester à la maison. Tu sais, ton mari va travailler, toi, tu dois. Fait que, tu sais, veux pas dans notre culture, c'est comme tellement ancré, profond, là. Puis c'est dur à sortir de cette culture-là, de cette perception-là, puis on je sais pas, on le sent. Peut-être de génération en génération, ça va se diluer avec le temps, mais ça va prendre encore beaucoup de temps avant qu'il y ait une création de nouvelles croyances, une nouvelle façon de faire et tout ça. Tu voulais rajouter un point, Diane? J'entends les femmes qui étaient sur le panel hier, des jeunes femmes, tu sais, maximum 30, là, puis vingtaine, je sais pas trop, et comment elles disaient que la charge mentale des femmes par rapport à l'éducation, pas juste l'éducation des enfants, les travaux ménagers, le quotidien. Le quotidien est beaucoup encore laissé aux femmes. Puis on a parlé de ça, justement, de dire, bon, ben là, je suis aussi bien de le faire moi-même parce que là, je vais le faire à ma manière. Sans ça, je suis obligée de repasser. C'est comme si aussi on traite l'homme comme on se fait traiter d'un peu d'adolescente ou de moins mature. Ben on fait ça au niveau des travaux. Tu sais, c'est comme... ça a été tellement notre identité qu'on est encore soumise à quelque part. Tu sais, ça, c'est dans nos croyances, c'est tout, puis c'est loin, là. Mais tu sais, je le vois beaucoup, puis si on s'en rend pas compte de ces comportements-là, ben on va rester dedans. Fait que, tu sais, on a un travail personnel à faire, de voir, de se voir aller, puis de voir où est-ce que je suis vraiment moi-même là-dedans, où est-ce que j'agis. Moi, là, dans la maison, chez nous, dans la cuisine, là, les affaires sont placées comme chez mes parents. J'ai remarqué ça, là. Mes couteaux sont là, mes assiettes sont là. Ah, imagine, j'ai remarqué ça, là. Je me suis dit, voyons donc. Fait que tu vois, c'est juste une image pour montrer comment que c'est puissant. Puis on va chercher une certaine sécurité. Tu sais, on est en insécurité quand même, les femmes. On ne sait jamais quand est-ce que ça va virer de bord, là, hein? Tu sais, il n'y a rien comme d'acquis. Les femmes, hier, disaient ça aussi, puis il y avait une tristesse, là. J'ai senti une tristesse chez elles de dire, wow, on n'en a pas d'acquis de nos droits qu'on a avancés. C'est toujours fragile, tu sais. Fait qu'on la cherche, cette sécurité-là. Tu sais, on la cherche, les femmes là, qui veulent absolument être riches, là. On a parlé d'une catégorie. Tu sais, c'est comme... Mais tu sais, si on veut que de plus en plus de femmes, tu sais, puissent souvent... Tu sais, puis c'est plate, mais tu sais, souvent, là, tu sais, dans la trentaine, nous autres, on prend toute une petite pause, justement, tu sais, soit pour plusieurs femmes, tu sais, c'est la maternité, là, un homme ne peut pas porter d'enfant encore aujourd'hui. Mais on dit qu'on prend une pause. On prend pas une pause, on fait un travail non, mais je veux dire... Je m'excuse. On fait un travail autre en mettant notre vie professionnelle, nos avancements professionnels peut-être en parallèle même pas en parallèle, de côté pendant ce moment-là. Puis, tu sais, les hommes vont continuer à travailler, vont continuer... Tu sais, fait que la vie fait en sorte que, tu sais, il y a certaines barrières naturelles qui se mettent, mais le fait que, des fois, quand tu reviens, tu sais que tu as un choix à faire, que ton mari va gagner plus, toi, tu gagnes moins, mais qui va rester à la maison? C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme un choix familial, à un moment donné. Un choix familial qui contribue à la pauvreté des femmes, parce que dans ce temps-là, ben oui, tu sais, ça contribue Il y en a qui vivent des choses atroces puis qui n'osent pas partir parce qu'ils sont pas capables. Aussi, en vieillissant, des femmes pauvres, là. C'est là où c'est important de parler. Oui. Tu sais, parce que si la femme parle pas, ben, elle reste encore dans son silence, puis les choses continuent à être ce qu'elles sont, puis à perpétuer dans le temps, là. Oui, ben c'est ça, parce que là, il faut qu'on se demande pourquoi l'homme gagne encore plus que la femme. Oui. Parce que, je veux dire, oui, en effet, c'est une décision qui semble naturelle de la personne qui gagne plus va travailler. Mais pourquoi c'est tout le temps l'homme? Mais avec l'équité salariale, à poste égal, la femme devrait gagner la même chose que l'homme. Oui. C'est juste que le fait qu'on prend...
Je sais que vous n'aimez pas mon mot pause, mais il y en a Mais dans la pratique, c'est une autre histoire, par exemple. Mais tu sais, à poste égal, puis c'est juste comme... Puis aussi, tu sais, je lisais, tu sais, souvent, les femmes, on attend d'atteindre 80 à 90, c'est pas 110 des compétences pour appliquer sur un poste plus haut, tandis qu'un homme va lever la main beaucoup plus rapidement. Il va avoir 40 puis il va dire hey, « moi, je suis intéressé », ça se peut qu'il l'ait pas là, mais au moins, son nom va circuler, puis on va penser à lui quand quelque chose va se présenter. Mais nous, on est des bonnes travaillantes, puis on est tellement, tu sais, fait que je pense que on se nuit un peu à nous-mêmes dans le sens qu'on devrait se faire plus confiance. On devrait oser d'avant. Je pense que le mot, là, dans tout ça, là, on devrait oser. On doit prendre notre place. Mais à travail égal, salaire égal. C'est salaire égal. Mais il y a la c'est taxe encore rose. aujourd'hui. Il y a la quoi? Comment? Il y a la taxe rose. Qu'est-ce que tu fais? Oui, peut-être à poste égal, salaire égal, mais il y a la taxe rose que, mettons, là, que tu vas à la pharmacie puis que tu veux t'acheter un rasoir. Ben, les rasoirs pour femmes, tu sais, sur le rose, mauve, des couleurs pastel comme ça. Ils sont plus chers. Ils vont être tout le temps plus chers. Puis même quand c'est exactement la même chose, là. On a juste acheté celui des gars, rendu là. Oui, non, mais c'est parce que c'est notre choix. Mais je comprends, Mais il faut en être conscient de ça, faut en être conscient. Parce que oui, l'équité salariale, mais je veux dire, les hommes ont pas besoin d'acheter de produits pour les menstruations. Ce qui coûte tellement cher. Puis, c'est ça, je voulais revenir aussi sur la charge mentale de tantôt, mais c'est parce que les femmes prennent cette charge-là parce que, oui, ce qui serait le mieux, ça serait de déconstruire pour ne plus avoir cette charge mentale-là parce que plus il y a de charge mentale, plus il y a de la fatigue, moins il y a l'énergie pour justement parler puis faire entendre sa voix. Mais les hommes, ou la plupart des hommes, comment ils ont été éduqués, ben c'est justement comme ça, à comme moins faire de choses ou comme ils faisaient moins de choses. Fait que, oui, les femmes devraient pas prendre cette charge mentale-là, mais en même temps, d'un fois, on n'a pas le choix parce que, je veux dire, si on veut que, le comptoir soit bien lavé, là, on n'a pas le choix de le faire. Ben, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça que j'allais dire. J'ai quand même appris ça. C'est pas loin. C'est c'est ça que j'allais dire parce que les hommes se sont pas fait expliquer comment bien laver un comptoir, tu sais, pour pas qu'il reste des graines, pour pas qu'il reste de... Fait que, tu sais, là, si on demande à l'homme, peux-tu laver le comptoir? Il va le faire, puis il s'en rendra pas compte que c'est mal fait. Mais à un moment donné, on va arrêter d'y demander parce nous autres, on va s'en rendre compte que c'est mal fait, puis nous autres, ça va nous gosser que ça soit mal fait. Fait que c'est aussi à l'homme de prendre la responsabilité d'apprendre, puis d'apprendre à faire des tâches complètement normales comme passer un balai ou la mop ou laver un comptoir. Je pense qu'ils le font de plus en plus, par exemple. Oui, puis tu sais, ils font d'autres choses, je pense, des fois, tu sais, qu'on fait pas non plus. Tu sais, je pense qu'il faut pas, tu sais, tout n'est pas noir puis blanc, mais c'est vrai, tu sais, mettons, je pense qu'ils savent pas toujours quoi faire pour se rendre utile, mais ils sont remplis de bonne volonté. Puis moi, à un moment donné, c'est ma mère qui m'a fait rendre compte de ça. Ben, j'étais comme, tu sais, ouais, mais non, tu sais, il voit pas ce qu'il a à faire, tu sais, puis, hein? Ça m'arrive de chialer parce que mon chum, il est là. Mais, tu sais, ce qu'elle m'a dit, elle dit, ouais, mais elle dit, dis-y, ça va lui faire plaisir. Puis à un moment donné, j'ai juste changé, puis c'est vrai, tu sais. C'est comme, puis même encore aujourd'hui, là, il sait toujours pas. Je passe le balai, pour vrai, je le dépose là, puis il prend mon balai, puis il continue. Mais tu sais, il y a 12 000 autres tâches dans la maison, mais tu sais, il les voit pas. Mais tu sais, moi, je vais aller l'aider, mettons, avec d'autres choses, puis ça se peut que j'ai le même comportement que je n'aurais pas. Fait que tu sais, je pense que c'est à nous de... Ben oui, mais c'est notre charge mentale, justement, de tout le temps le dire. Oui, ça, faudrait que ça soit fait. Ça, faudrait que ça soit fait. C'est ça, il y a comme pas une normalité que ça serait normal qu'ils passent le balai. C'est ça, puis tu sais, je dis pas que... Je dis pas que c'est vrai, c'est leur faute puis qu'ils sont pas bons. Là, c'est vraiment pas ça que je dis. Je dis juste que comment les hommes sont élevés dans notre société, sont élevés de façon à
justement qu'ils prennent moins de charge. Fait que vrai. c'est Ils sûr. en prennent d'autres. Ça, c'est vrai. juste Ben, là que j'ai oui, comme c'est un ça. petit... Tu sais, pour vrai, Qu'est-ce là... que tu veux dire Ben, ils par en qu'ils prennent en d'autres. prennent d'autres? Mettons, D'autres, là, c'est quoi, par si, là, exemple? moi, là, mettons, si je prends mon exemple. OK, j'étais à la maison, j'ai pas apporté de revenus pendant tout le temps. Mon garçon était autiste, j'ai vraiment resté un bout de temps. Puis, tu sais, toute la charge mentale qu'il y avait de subvenir à nos besoins, de s'assurer qu'on manque de rien, d'ouvrir de la cour, sortir les poubelles, d'aller à l'épicerie parce que j'avais mes jumelles qu'il fallait que j'avais des rendez-vous à tout bout de champ. Tu sais, je veux dire, ça n'est une charge mentale. Tu sais, puis je l'avais pas, aussi. cette charge-là, moi, pendant ce temps-là. Est-ce que j'en avais d'autres? Est-ce que je trouvais que j'aurais eu besoin d'un support psychologique plus présent? Certainement. Est-ce qu'il y a des choses que je m'aurais attendues? Oui. Est-ce que ma charge mentale de tous les rendez-vous, de tout ce que je faisais? Oui. Mais il partait quand même à 6 heures le matin, puis il revenait à 8 heures le soir, des fois, pour s'assurer qu'on manque de rien, puis que je sois capable de donner à mes enfants. Parce que oui, j'aurais pu avoir une carrière, mais est-ce que j'avais envie de laisser mes enfants à une autre personne, les élever? Moi, personnellement, dans mon cas, non. Fait que, tu sais, de dire qu'ils n'ont pas de charge mentale, on dirait que ça me fait un petit quelque chose parce que je pense que ce n'est pas vrai Mais qu'ils tu n'ont pas de charge sais, mentale. ce que je vais apporter, parce que je pense que c'est intergénérationnel aussi. Oui. Tu sais, c'est une question d'éducation dans tout ça. Si on prend une génération plus de baby boomers, exemple, l'homme subvenait à des besoins, la femme était à l'intérieur, faisait ses tâches, l'homme était à l'extérieur et pourvoyait, la femme élevait les enfants et tout ça. Mais à un moment donné, ça vieillit. Et là, ça l'homme continue. prend sa retraite. L'homme prend sa retraite, arrive à la maison. Il veut aider maintenant. Il veut aider. Ben là, qu'est-ce qu'a fait la femme? Elle dit, ben là, il est-tu fatigué? Il est tout le temps Ma dans la maison. grand-mère, c'était ça, moi. T'sais, vois-tu? Elle voulait que mon grand-père, ça... Ben voilà, il voulait faire à c'est manger. générationnel. Ouais. L'homme, il veut peut-être aider, mais on l'a On le pas permet aidé pas. Ouais. à aider. Tu sais, peut-être que ça va se diluer dans le temps avec la nouvelle génération parce que, veut pas, les X ont amené une autre dynamique dans le couple, parlent un peu plus. Parce que génération baby boomer, ça parlait pas beaucoup. Tu sais, ça exprimait pas nécessairement les besoins primaires ou les besoins émotionnels dans le couple. Le X est arrivé un petit peu plus dynamique, à dynamiser le couple pour amener à concrétiser des besoins des deux. Après ça, le Y a appris des X et vice-versa. Je pense que là, ça va probablement se diluer avec le temps et la nouvelle génération va complètement être différente, va changer, va être ouvert sur plein de choses, va s'entraider au lieu que ça soit un. Ça va être deux. On le voit. Ensemble, ouais, c'est... On le voit. Du moins, c'est ma façon de voir les choses. Oui, mais oui, je suis très d'accord, mais il y a le danger, pareil, de la montée du masculinisme sur les réseaux sociaux parce que, oui, l'éducation change. Ça, je suis complètement d'accord, mais les jeunes, autant les hommes que les femmes, ont de plus en plus des rôles sur les médias sociaux, puis c'est pas nécessairement des bons modèles à suivre, justement, comme le masculinisme. Je prends comme exemple mon frère qui est très féministe, puis on a vraiment des belles discussions ensemble. Puis, mais lui, mettons, quand il est sur TikTok ou Instagram, il y en a des vidéos comme ça, là. Tu sais, juste parce que son algorithme a comme enregistré que, il aime ça s'entraîner, c'est un homme, fait qu'il envoie, fait tu sais, je veux dire... Donc, il est influencé par Oui. ce qui se passe. Mais tu sais, là, il est rendu assez vieux pour justement ne pas se laisser influencer, mais je pense aux plus jeunes, début adolescence, que si c'est ça qu'ils voient, puis, tu sais, les jeunes adolescents, adolescentes, il y a la confiance en soi, et c'est très difficile, là. Fait que, tu sais, tu te sens pas bon, tu te sens pas beau, belle. Puis La crise d'identité. C'est ça, puis là, tu vois sur Internet, hey, si tu veux être fort, si tu veux être bon, si tu veux pogner avec les filles, ben c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, fait que, tu sais, c'est sûr que le petit gars, parce que c'est ça le public cible, il va faire, ben oui, je veux être bon, je veux être fort, je veux pogner avec les filles. Fait que je vais faire ça. Fait que ça, c'est un danger là, que je vois là, qui monte de plus en plus. Là. Vous savez que la libre expression, puis
c'est déjà terminé, mais on va terminer sur une note peut-être pas plus joyeuse, mais du moins une réflexion à ça. La libre expression, on a lutté et on lutte encore, nous les femmes, et femmes, transgenres, tout ce qui fait une différence, il y a une lutte. Il y a une lutte qui est continuelle, qui est perpétuelle et tout ça. Mais il faut aussi se dire que l'homme a aussi eu un manque de liberté d'expression dans ses propres émotions. Il a été également silencieux. Il a été opprimé, qu'un homme ne doit pas pleurer. Un homme ne doit pas... il y a plein d'autres choses qui est là. Encore, c'est causé par le patriarcat. C'est ça. Fait que donc, si on terminait rapidement, OK, avec 3 mots sur l'avenir, à comment est-ce qu'on pourrait imaginer justement la femme avec son droit de parole? Annie? Moi, je m'étais fait un petit souhait pour demain. Puis en fait, là, c'est d'aller au-delà des clichés puis des stéréotypes pour permettre aux femmes d'atteindre leur plein potentiel puis d'accéder à des postes autant de gouvernance, mais stratégiques puis décisionnels dans nos organisations, les paliers démocratiques puis dans les entreprises. Je pense que ça serait mon souhait pour demain. Puis pour toi, ça serait quoi? Bien, moi, j'ai un souhait, mais je vais juste bifurquer un tout petit peu parce que ce qui m'inquiète beaucoup au niveau des hommes, OK, pas de danger contre nous, les femmes, mais de danger contre eux-mêmes, c'est le taux vraiment très élevé de suicide chez les hommes. Ça dénote une crise chez les hommes. Puis moi, mon souhait présentement, parce que je trouve qu'on évolue, mais en parallèle. Puis l'exemple des centres de femmes, là, s'il y avait des centres pour hommes, là, où les hommes peuvent être des personnes pour sortir un peu de l'homme, de la femme, et d'être un homme parmi tant d'hommes. Juste un instant. Mais là, c'est fini, là. Hein? Oui. Alors, mais moi, rapidement. Oui, bien, j'aimerais ça. J'aimerais qu'il y ait vraiment... Donc, on est des centres d'hommes. J'aimerais que les hommes, s'ils n'ont pas le goût de le faire, qu'ils ne le fassent pas. Mais moi, je vois ça, je vois l'intérêt des centres de femmes, ce que ça apporte chez les femmes. Mais là, tant que l'évolution est comme ça, on va nulle part. Merci, Diane. Moi, je veux que ça soit plus équitable. Zoé? Ton Ben, souhait à toi? Oui, mon souhait à moi, c'est que on continue de se battre comme justement on a toujours fait, puis qu'on fasse ce qu'il faut faire pour garder nos droits, puis pour justement réussir à être encore plus équitable. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été là. Ça fut très intéressant. Vous étiez très intéressantes. Merci. Et nous, bien, écoutez, c'est déjà terminé. Alors, on se voit la semaine prochaine pour un autre bel épisode, un autre thème aussi poignant, puis où ce qu'on se donne le droit de dire et de parler, de s'exprimer. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde!